Simplement pour simplifier, je pense que la souffrance dans le SED est liée au caractère explosif de notre fonctionnement musculaire. Et ce caractère explosif a besoin d'être amorti. Amorti au sein des fibrilles musculaires, déjà, par les structures, je pense la titine par exemple, mais dans la liaison fibre musculaire conjonctif par d'autres protéines de liaison. Et ces protéines de... Oui, c'est que du texte, hein, je n'ai pas de schéma, c'était trop long. Et ces protéines de liaison vont créer un feutrage qui va retenir l'eau et amortir donc les contraintes de choc ou de tension. Et ce feutrage hydrophile va lui-même, je dirais, varier dans le temps et dans, je dirais, selon l'hydratation, ce qui fait qu'on va être plus ou moins sensible au choc. Et cette sensibilité au choc est importante à reconnaître parce que dans notre motricité, nous utilisons toujours l'élasticité comme appoint énergétique. Et cet appoint d'énergie permet de régler finement les saccades dans les gestes. Les gestes ne sont pas linéaires, ils sont saccadés. Et on le ressent bien, quand on règle mal ces saccades, on se met à trembler. Un effort un peu violent nous fait trembler. Et donc, le système élastique permet d'économiser une énergie musculaire pour régler ces saccades. Dans le cadre du Down syndrome, où l'élasticité n'est plus bonne, ça oblige à recourir à l'antagonisme musculaire, hein, selon la loi agoniste-antagoniste. Et cette double exigence métabolique va créer de la fatigue, peut-être de l'acidose, on va y revenir, et bien surtout vers perturber la qualité du geste, la fluidité du geste, et va aboutir à un excès de frein. Je dis à mes patients, vous roulez avec le frein à main, vous bloquez vos gestes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de cette distorsion gestuelle, les gens vont de plus en plus freiner leurs gestes parce qu'ils vont aller trop loin ou être trop maladroits. Et ça va aboutir à des états de blocage, des dystonies que vous avez bien décrites également, et même des pseudo-paralysies, parce que le mouvement ne s'initie plus. Première constatation, donc l'élasticité, ça sert à ça. Ça sert à renforcer également la vélocité. Ça, je le fais parce que j'ai de l'élastique. Le cheval court vite parce qu'il a beaucoup d'élastique, des grands tendons. Et s'il n'avait pas ces tendons, ce serait certainement pas plus vite que l'escargot. Donc, notre élasticité nous permet d'être encore plus performants. Bon, je ne parle pas de la puce, hein, qui saute très haut avec les mêmes muscles que nous, hein, mais c'est très élastique aussi. Donc, c'est malheureusement pas le cas dans le cas du SED, et la recherche de performance est obligée à un recrutement musculaire encore plus important. Premier point. Deuxième point, à force de se bloquer, on crée des contractures, des nouures musculaires très douloureuses. Il suffit pour se rendre compte de mettre le doigt sur une contracture, ça fait affreusement mal. Heureusement, en 2 minutes, 3 minutes, ça cède et le muscle reprend sa tonicité normale, avec même, vous le constaterez, un battement musculaire. C'est le roulement des unités motrices, hein, qui montre qu'un muscle relâché est un muscle qui bat, qui est en mouvement et qui n'est pas inerte, contrairement à ce qu'on peut croire. Et cette pompe musculaire, au même titre que la respiration, va être le moteur de la progression lymphatique. Le cœur pompe le sang intravasculaire. En dehors du vaisseau, il faut une autre pompe qui est la respiration et cette motricité musculaire spontanée, mais qui est inconsciente, bien entendu. Qui ne pompe pas accumule de la stase. Cette stase qu'on constate souvent chez les lombalgiques et encore pas plus chez les SED, cette cellulite de stase, quand elle devient acide, elle irrite les fibres sympathiques. Et les sympathiques lombaires, elles émergent principalement de L1, L2 au niveau lombaire. Mais elles vont projeter des douleurs vers les fesses. Et ce n'est pas parce qu'il y a une hernie discale en L5 et 5, la douleur vient de la hernie discale L5 et 5. C'est plus souvent une douleur projetée d'origine sympathique, lombosacrée. L'équipe nantaise l'a bien démontré anatomiquement. Et ces fibres sympathiques de la douleur, fibres C, par leur récepteur asique à l'acidité ou à la pression, vont créer une sensibilisation douloureuse jusqu'au bout des orteils, parce que ce sympathique, il est bon pour les membres inférieurs. Si on s'intéresse au sympathique pour les membres supérieurs, on s'intéresse au sympathique entre D1 et D4, ou thoracique 1, thoracique 4. Et à ce moment-là, vous aurez des sympathalgies, on va dire, de l'épaule, du coude, du bras, du poignet. Donc tous ces potentialisateurs de la douleur justifient qu'on fasse des soins de drainage de cette cellulite qui risque d'être acide un jour, ou par les efforts, par exemple. Donc ça, c'est important en rééducation. Donc détente musculaire, drainage, réglage du geste, agoniste-antagoniste.
C'est là où moi j'interviens par le Kabat. Kabat a bien démontré qu'en guidant le geste, que ce soit par le contact ou par le regard, on pouvait obtenir une fluidité, un réglage agoniste-antagoniste et une précision bien meilleure. Ça a été utile pour les polios dans les années 50, mais je pense que ça reste encore utile pour ces disbalances agonistes-antagonistes. Mais le Kabat, on a pu montrer avec une thèse en 1996 du docteur Berthelot que le geste s'appuyait sur la colonne. Ayant bien des bipèdes axés sur une colonne. Et cette colonne doit être stable, et pourtant elle doit s'ajuster quand même. Et beaucoup de patients qui sont instables vont se figer, y compris dans leur colonne. On a vu des exemples du dos tendu. Cette colonne, on la voit bien debout, scoliotique, déviée, mais on le voit encore mieux assis. L'examen assis fait partie de mes priorités cliniques. Et on s'aperçoit que beaucoup de pseudo-hyper-lordosés sont en fait des insuffisants lordosés et qui s'effondrent. Alors je pratique un test, le test des pouces d'ailleurs, au niveau du bassin pour vérifier que la personne est capable de maintenir l'orthostatisme. 2 pouces sur le bassin, vous demandez de soulever la jambe, normalement le bassin homolatéral ascensionne. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la chaîne musculaire est déficiente. Comparez l'autre côté. Quel est le moteur de ce mouvement de flexion d'un côté et de soutien de l'autre? C'est le psoas iliaque. Et le psoas iliaque s'appuie sur la colonne lombaire. Si vous avez une colonne lombaire qui s'avachit, votre psoas iliaque ne sera pas fonctionnel. Et vous allez arriver même jusqu'à la panne motrice ou l'effondrement du bipède. La colonne lombaire ne sera stable et proprioceptivement efficace que si elle est en lordose. On vient de voir que l'examen assis permettait de voir si elle était en lordose ou en kyphose. Mais la lordose lombaire est initiée par les piliers du diaphragme. On a parlé du diaphragme qui se bloquait. Si les piliers du diaphragme sont bloqués, le soutien à la lordose n'est pas efficace. Résultat, le psoas n'est plus efficace non plus. Et donc face à cette déficience d'efficacité, vous allez avoir à nouveau des tensions musculaires de rattrapage, je dirais d'agrippement au sol en quelque sorte, ou pour le haut, plus souvent encore, des tensions cervicales et dorsales ou scapulaires, ou avec phénomène laryngé qu'on a décrit. Donc, stabiliser la lordose, c'est faire fonctionner son diaphragme. Le diaphragme fonctionne bien en synergie inverse de la gaine abdominale. Gaine abdominale qui se détend à l'inspiration. Voilà. Qui se détend à l'inspiration et qui se contracte à l'expiration pour faire remonter le diaphragme et tirer les piliers du diaphragme. Ce diaphragme, il intervient également dans, donc on vient de le voir dans la posture, dans la respiration, mais dans la modulation de la voix, du chant, du cri, dans le vomissement, dans la toux. Donc ça joue beaucoup de rôle, le diaphragme. Et quand il est bloqué, on conçoit qu'il y a des difficultés d'expression ou de posture. Mais c'est aussi un effet de pompe, le diaphragme. Pompe abdominale, pour le retour veineux, pour le retour lymphatique, mais aussi, ça je pense au membre inférieur, mais aussi au tronc supérieur. Si vous bloquez votre retour veineux ou lymphatique, vous en mettez plein la tête. Congestion céphalique, douleur majorée, y compris si vous avez un canal un peu étroit au niveau cervical, congestion cervicale, douleur majorée également. Donc bien respirer, c'est, je dirais, assurer le drainage de tous ces excès de pression. Au niveau abdominal, bien entendu, c'est brasser son côlon, et c'est vaut mieux parce que la pression que le diaphragme va exercer va être contrebalancée par la tension de la paroi abdominale. Ce réglage juste n'est juste que si le contenu abdominal est liquidien. S'il est gazeux, ça ne marche pas si bien. Malheureusement, dans le SED, on a très souvent du ballonnement. Résultat, il n'y a pas de couplage paroi abdominale, diaphragme. Résultat, pas de maintien, pas de posture, mauvaise respiration, blocage. Enfin, pour que cette organisation des chaînes musculaires ascendantes puisse rencontrer les chaînes descendantes, importantes également, il faut que les couples musculaires qui activent l'équilibre articulaire fonctionnent bien. Or, on a des couples très bancals. Quand vous regardez une jambe, vous avez un mollet derrière, très tonique, et vous avez des petits muscles jambiers antérieurs, beaucoup moins forts. Si vous regardez la cuisse, segment fémoral, vous avez le quadriceps très tonique et des ischio-jambiers derrière, beaucoup moins forts.
Bref, on a marié, non pas la carpe et le lapin, mais le percheron et le cheval arabe dans le même attelage. Ouh là là, il a fallu des milliers d'années pour régler tout ça. Mais quand on a des muscles qui se crispent, surtout un triceps, je pense au malheur du jambier antérieur ou de l'extenseur de l'orteil qui va devoir s'équilibrer avec ce triceps crispé. Résultat, vous aurez des douleurs jambières bien avant d'avoir des douleurs du mollet. Parce qu'il faudra combattre cet excès tonique du muscle fort par rapport au muscle faible. Donc, priorité en rééducation, détendre les contractures musculaires. Donc voilà mon message. Examiner la personne debout, mais surtout sur une jambe, voir son bassin s'il tient bien. Examiner une personne assise si elle se lordose et surtout comment elle respire. Alors je me permets de mesurer les périmètres du thorax, supérieur, inférieur, abdominal. Je n'ai jamais validé la mesure, mais bon, on se rend compte effectivement qu'il y a des vis de respiration thoracique, supérieure, inférieure et abdominale. Rééducation respiratoire, dernier volet essentiel de rééducation. Je passe la parole à Non. Simplement, effectivement, et là tu nous apportes un éclairage absolument fantastique qui vient s'ajouter à tout ce qui a été dit précédemment et s'intriquer avec pour mieux comprendre dans le détail ce qui peut se passer, mais aussi ce qu'on peut faire par les techniques de rééducation d'appareils, enfin tout ce qui concerne le corps humain.